Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mercredi 12 mars. Aujourd'hui, des tarifs de 25 qui frappent depuis minuit l'aluminium et l'acier. Trump, qui a une fixation sur le Canada, détruire l'industrie automobile canadienne et jouer avec la frontière. L'Ozempic, version générique, donc moins chère, sera disponible l'an prochain. Et Louis Morissette, qui poursuit pour diffamation l'homme d'affaires Luc Poirier. Une autre journée complètement délirante, complètement folle à la Maison-Blanche. Tout ça commence lorsque le capitaine Canada, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, met le feu aux poudres en imposant un tarif de 25 sur la vente d'électricité à plus de 1,3 million d'Américains. Trump avait dit, je mets ça de côté les tarifs, on va trouver peut-être une formule. Mais Ford a dit, non, 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 moi, c'est pas suffisant. J'y vais avec mes tarifs. Et si jamais Trump ne cède pas, ben, je pousse l'audace à garder le pouvoir de fermer le courant, de faire sauter les circuits. Donc, Trump va reculer, sinon, je me garde tous les moyens. Vous imaginez le président narcissique. La bête est furieuse. Elle se déchaîne sur son réseau social. Le Canada n'a pas le droit de faire ça, de jouer comme ça avec les tarifs, c'est illégal. Il n'y a que le roi Soleil qui peut imposer des tarifs. Alors là, il dit, je vais doubler les tarifs sur l'acier, l'aluminium. Ça va être 50 Je vais détruire l'industrie canadienne de l'auto. J'ai pas besoin de vos produits, puis je vais faire pleuvoir des tarifs sur tout ce que le Canada peut produire, en particulier les produits laitiers et le bois d'œuvre. Puis il dit, ça va tellement faire mal que les gestes que je vais poser vont marquer l'histoire. Alors, devant ça, le premier ministre Ford recule. Il met de côté le tarif de 25 et puis appelle au dialogue. Imaginez la réaction de Trump. Le monarque jubile, encore une fois. Le Canada s'incline après avoir bombé le torse. Sa magnificence dira de Ford, après l'avoir insulté toute la journée, que c'est un homme fort, un vrai leader, et un gentleman. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? 25 des tarifs sur l'acier et l'aluminium, c'est en vigueur. Trump a un toc très clair sur le Canada. Sa porte-parole invite les Québécois à vivre dans un pays moins taxé. Pour aider son ami Elon Musk, il transforme la Maison-Blanche en concession automobile pour vanter les mérites de la Tesla. Alors, ces tarifs qui s'applique maintenant depuis minuit, touche bien sûr le Canada, mais aussi tous les pays producteurs dans le monde. Mais ça fait mal au Canada en termes de coûts et en termes de perte d'emplois potentiels parce que ça veut dire une augmentation du prix, par exemple, pour les voitures, les panneaux solaires, les structures en acier. Puis la question qu'on peut se poser, la stratégie de Doug Ford de faire cavalier seul, est-ce que c'est la bonne? Il défend l'Ontario. Et la réponse de Trump, ça touche l'ensemble des provinces canadiennes, en particulier le Québec. Est-ce qu'il y a une stratégie concertée? Puis la question qu'on peut se poser, il y a un nouveau premier ministre là, qui arrive, qui va être assermenté, Mike Carney, va former son gouvernement. Il y aura des élections fin avril, début mai. Ça va être le thème principal de la campagne électorale. C'est quoi la meilleure approche face à Trump? On répond sur le même ton, on baisse un peu la tête, on fait semblant que ça nous touche. J'ai pas de réponse, mais c'est un narcissique qui a déjà dit dans ce documentaire dont je parlais dans la presse en fin de semaine que quand ça va mal, il gagne. Il profite tout le temps du chaos. Il ne perd jamais. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Puis je veux vous parler de l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que bon, il y a des tarifs en Europe là, qui sont appliqués depuis les dernières heures qui visent les produits américains. Mais il y a tout le discours de Trump concernant l'industrie automobile en disant « j'ai pas besoin du Canada, puis je veux forcer les constructeurs à déménager », comme si ça pouvait se faire en l'espace de quelques mois. Le Globe and Mail a des chiffres ce matin. Je veux pas vous inonder avec ça, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. 55 des véhicules vendus aux États-Unis en 2023 étaient assemblés aux États-Unis. 55 15 venaient du Mexique, 7-8 du Canada. Je ne tiens pas compte là, de la valse des pièces qui passent par les frontières, là. Mais le véhicule assemblé, prêt à livrer. Ce qui veut dire qu'au Canada,
pour les trois grands, Stellantis, Ford et GM, grosso modo, on fabrique 420 000 véhicules, alors que nous, les Canadiens, en achetons 700 000. Sur le strict plan global, ça veut dire qu'il y a un déficit pour le Canada dans le secteur de l'industrie automobile. Je comprends qu'on peut raffiner d'autres chiffres, mais c'est pour montrer cette réalité que nous sert Trump et dans sa tête, ou en tout cas, il arrange les chiffres à sa façon. Je vous parlais de l'obsession du TOC concernant la frontière. Je voyais hier la porte-parole de la Maison-Blanche tenter d'expliquer, de justifier les propos du président. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, les impôts au Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Vous payez ben trop cher, vous seriez tellement mieux si le Canada, puis donc le Québec, fasse partie des États-Unis, 51e État. Elle dit qu'on considère toujours le Canada comme un ami, comme un allié, mais c'est en même temps un compétiteur, puis il faut le ramener à l'autre. Jean Charest a dit, avec raison, l'autre soir, à Tout le monde en parle, que le dossier de l'eau est majeur dans tout ça. Les matières premières, les richesses, évidemment. Mais l'eau, c'est super important parce que Trump veut du territoire, puis veut des matières premières. Il ne veut pas être bloqué par une frontière. Tu sais, la frontière l'achale. Et moi, je trouve ça assez fatigant quand il commence à remonter dans le temps, puis des traités. Puis il a dit hier, c'est comme si quelqu'un avait pris une règle, pas tenu compte de l'histoire, de la géographie. On prend une règle, puis on fait une ligne, puis ça sépare les deux pays. Puis il y a des ententes pour les Grands Lacs. On devrait tout faire sauter ça parce que ça empêche les États-Unis de grandir. Puis pour nous donner un bonbon, mais vous seriez tellement mieux avec nous, c'est extraordinaire. Luc Godbout, qui est un spécialiste de la chaire en fiscalité et en finances publiques, dit, puis là, on peut faire des choix après, là, mais grosso modo, là, c'est vrai qu'on paye beaucoup de taxes puis beaucoup d'impôts au Québec, mais l'argent sert à payer des services. Éducation, santé, pas parfait, mais quand même. Puis arrêtez de penser qu'aux États-Unis, là, pour les gens de la classe moyenne, c'est extraordinaire, là. On se donne des moyens. Puis peut-être qu'on peut contester ça. Puis peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui coupe, là, pas un Elon Musk avec des verres fumés puis une tronçonneuse qui coupe partout sans regarder ce que ça fait comme dommage. On peut prendre peut-être au lieu de verres fumés une loupe, au lieu d'une tronçonneuse un scalpel, puis regarder les dépenses inutiles. Mais c'est pas le même tissu social, c'est pas le même filet qui est offert. Ça devient un choix. Mais voyez cette opération quand même de séduction en disant « vous allez être tellement mieux avec nous ». Puis je veux vous parler aussi de cette publicité. J'ai regardé ça ce matin, ça sera disponible aujourd'hui, d'une entreprise qui fait des soupes. Et la publicité, elle est géniale dans les circonstances. Je vous raconte ce qu'on voit. Des gens qui mangent de la soupe, OK? Alors, vous avez des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et ils préparent leur soupe. Sur la cuisinière, dans le four micro-ondes, s'installent pour manger la soupe. Et là, on les voit en cascade cracher leur soupe. Et le slogan, c'est « Certaines soupes goûtent les tarifs ». Je trouve ça très bon. Alors, la firme en question fabrique des soupes. C'est Aliments BCI qui emploie plus de 400 personnes. Puis à son usine de Saint-Hyacinthe, nous dit la presse, c'est là qu'on produit des soupes en conserve Elmer, Primo, les soupes de Saint-Hubert, de Tim Hortons ou encore les marques maison vendues dans les épiceries. Et c'est une réponse à cette guerre commerciale. Maintenant, l'Ukraine qui accepte la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. On reprend le ballet diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on arrête les combats, premièrement. Alors que les combats se poursuivent. Dans les dernières heures, 4 morts lors d'une frappe russe près du port d'Odessa. Hier, je vous parlais des drones qui ont été interceptés près de Moscou. Alors, l'Ukraine dit très bien, on va arrêter ça et on va discuter pour trouver une formule permanente. Que va faire Vladimir Poutine? Et ce sont les Américains qui mènent. C'est Mark Rubio, qui est le chef de la diplomatie, qui se tourne vers le Kremlin en disant, on fait quoi? C'est une pression. On connaît les liens de proximité entre Trump et Poutine. Ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas se contenter d'arrêter les combats. Il y a des objectifs précis dans la tête de Poutine. D'abord, les territoires conquis, il va vouloir les garder. Deuxièmement, il veut s'assurer de maintenir son influence sur l'Ukraine et éloigner l'Europe, éloigner l'Ouest, éloigner l'OTAN. Et troisième élément, sans doute se débarrasser de Zelensky,
sur le plan politique, j'entends, et de nommer à sa place, ou faire élire, ou faire nommer, quelqu'un qui sera beaucoup plus conciliant auprès de Moscou. Ce seront probablement les enjeux pour déterminer d'une paix plus globale. Et puis, on a 2 sondages ce matin. D'abord, au Québec, l'attitude du premier ministre Legault, c'est mitigé un peu comme réponse, selon ce sondage léger, le journal TVA. Vous avez en gros un Québécois sur 2 qui se dit satisfait du travail du premier ministre. Dans le cas de M. Trudeau, qui était peut-être un peu plus ferme, tenace, ça monte à 66 %. Là, c'est terminé, il s'en va, c'était le chant du cygne. Donc, pour M. Legault, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent. En termes d'intention de vote, maintenant, ben, c'est le Parti québécois qui demeure, fait du surplace en première position. La CAQ est deuxième. La souveraineté est au sous-sol. Il n'y a pas d'intérêt, et même beaucoup de gens qui disent voter ou avoir l'intention de voter pour le Parti québécois ne veulent pas de souveraineté. Avec Trump, on a vu la montée du patriotisme canadien. Autrement dit, M. Legault arrive jusqu'ici difficilement à profiter de cette crise pour augmenter son capital politique. Sauf que, pour les Québécois, ça demeure encore le meilleur chef pour diriger le Québec à ce moment-ci dans cette crise. Maintenant, du côté fédéral, selon toujours ce sondage léger, libéraux conservateurs sont nez à nez 37 % des intentions de vote. Encore là, effet Trump. Poilievre voguait seul, 20 points d'avance, ça bascule complètement. Trudeau, qui était, on va se le dire, une cible facile, s'en va. Carney arrive, et là, c'est comme si Poilievre, il ne sait pas comment prendre ça. Comment je fais avec Trump, là? Puis comment j'attaque Carney? Oui, c'est l'Ancien Régime, c'est le gouvernement dépensier, mais il n'était pas là, c'est un gaz terre. Il a dit dimanche qu'il ferait sauter la taxe sur le carbone. Comment je gère ça? Ben, ça donne des intentions de vote très serrées. Et toutes les analyses qu'on peut lire jusqu'à maintenant montrent une campagne électorale à venir assez excitante, parce que Carney va se faire assermenter, c'est une question de temps, là, quelques jours, va déclencher les élections qui auront lieu probablement à la fin du mois d'avril ou plus tard au début du mois de mai. Je veux vous parler de santé maintenant, parce que selon Radio-Canada, Québec se prépare à rembourser certaines chirurgies faites au privé, parce que le public n'est pas capable de faire ces mêmes chirurgies, par exemple, dans ce qu'on appelle un délai acceptable, raisonnable. J'ai souvent parlé au ministre Christian Dubé d'un arrêt Jordan en santé, ce qu'on a en justice, qui fait en sorte que tu es obligé d'avoir un procès quand on t'accuse dans un délai raisonnable. Il ne faut pas que ça dépasse 2 ans. Puis il y a différentes conditions, là, mais en gros, c'est ça le principe. Donc, si ça fait longtemps que tu attends, puis que ton hôpital public, le système public ne peut pas te traiter, ben, il devrait te trouver une place au privé, puis ramasser la facture. Mais je mets beaucoup de bémols sur ce qu'on peut lire ce matin. D'abord, c'est quoi ça, un délai qui est déraisonnable? À quel moment ça n'a pas de bon sens? Première question. Deuxième question, qui va décider ça? Troisième question, quand on dit qu'on va payer, est-ce que ça couvre l'ensemble des consultations, des chirurgies? Est-ce qu'on va faire des catégories? Santé Québec, je cite, dit ne pas être en mesure de donner un délai, mais souhaite publier le règlement le plus rapidement possible. Parce qu'il y a un passage dans la loi sur la réforme en santé qui a été adoptée, ça fait un bout, là, c'est en décembre 2023. On peut diriger des patients vers des cliniques privées si Mme Biron estime que le temps d'attente pour obtenir un service dans l'ensemble du Québec ou dans l'une de ces régions est déraisonnable ou sur le point de le devenir. Il y a déjà des corridors qui existent. On prend des patients publics, on les envoie dans des cliniques privées, ils ne payent pas. Mais quand je ne suis pas capable de me faire opérer, par exemple, ou de voir un spécialiste pour une question pointue, est-ce qu'on va en trouver dans le privé? Puis est-ce qu'on va être capable de m'envoyer là en me disant « tu ne payes pas ». Mais on sait, au Québec, qu'il y a une espèce d'obsession contre le privé, comme c'était néfaste toujours en soi, alors que dans beaucoup de pays, c'est aussi une façon d'offrir plus de services puis de créer une certaine compétition. L'Ozempic, ce médicament populaire, c'est le plus vendu au Canada, 2,5 milliards de ventes, va être disponible en version générique, donc moins cher, probablement dès l'an prochain. Il y a 4 entreprises qui ont fait des demandes à Santé Canada.
Actuellement, c'est couvert, régime public, privé, là, essentiellement pour les gens qui souffrent de diabète de type 2. Mais pour les personnes qui veulent perdre du poids et pour qui ça peut être efficace, bien, ils doivent payer de leur poche. Puis ça représente quelques centaines de dollars par mois, puis il y en a beaucoup qui le font. Je vous donne un chiffre qui n'est pas le plus réaliste parce qu'il y a d'autres coûts qui s'ajoutent, mais c'est une espèce de barème qui a été établi. Par exemple, si vous payez 218 dollars par mois pour un traitement, là, donc 4 semaines, la version générique devrait vous coûter autour de 76 dollars, ce qui est nettement quand même moins cher. Et ça paraît. Alors, ça veut dire que les gens vont peut-être prendre cet argent-là pour payer directement le traitement ou les assureurs vont accepter de couvrir plus largement parce que ça devient une question aussi philosophique. Est-ce qu'on veut payer un traitement qui fait perdre du poids ou si on dit, ben arrangez-vous, puis on paiera plus tard quand vous aurez les séquelles, par exemple, de l'obésité. Maintenant, il y a Louis Morissette qui poursuit en diffamation l'homme d'affaires Luc Poirier, qui avait dit que Louis Morissette touchait des honoraires de 5 000 $ lors des événements organisés par la Fondation Véro et Louis. Alors, M. Poirier, qui se promène beaucoup dans les médias, débarque à Cube, chez Sophie Durocher, puis explique que finalement, quelqu'un lui a raconté que Louis Morissette touchait des honoraires de 5 000 $, donc pour ses participations aux événements de la Fondation. Vous comprendrez que Louis Morissette a pété une coche. D'abord, il a dit c'est complètement faux, c'est ridicule, et a exigé des rétractations. Poursuite déposée par Louis Morissette, Véronique Cloutier et la Fondation, montant demandé 1 875 000 $ en dédommagement. Ce qui est intéressant, ce sont les faits rapportés dans cette requête. D'abord, il semble que M. Poirier ait proposé à Louis Morissette de prendre la controverse, de l'utiliser pour en faire un stun. Tu comprends, là? On en parle en bien, en mal, mais on en parle. Morissette n'a pas embarqué là-dedans. M. Poirier, puis on sait que les deux s'accrochent souvent sur les réseaux sociaux. M. Poirier qui étale sa richesse, sa femme est très présente, ses autos. Il a le droit de faire ça, on peut trouver que c'est too much, ça lui appartient. Mais en même temps, quand tu t'exposes, tu génères des réactions. Alors, ce qu'il voulait écorcher Morissette au passage, peut-être. Et l'autre point, c'est que M. Poirier aurait contacté M. Morissette par l'entremise du célèbre cabinet de relations publiques national pour proposer, je cite, de mettre le couvert sur la marmite au plus sacrant en faisant un don à la Fondation. Il voulait se sortir du trouble. Mais les excuses ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que quand il s'est excusé, il a dit, et je cite, qu'il n'avait aucune raison de douter de la véracité de sa source. Le placoteux qui est allé y raconter qu'on sait bien, Véro puis Morissette, ils mettent de l'argent dans leur poche, ben, il dit, c'est quelqu'un que je respecte visiblement, hein? J'ai pas questionné. Quelqu'un, il dit ça, puis il répète ça sur les ondes publiques. Alors, j'imagine qu'il va chercher un règlement. Dans les autres nouvelles, la Ville de Montréal qui va annoncer aujourd'hui donc l'octroi de contrat pour l'aménagement de Camillien-Hood, c'est-à-dire qu'on va de l'avant, on va empêcher les autobus de prendre le chemin Camillien-Hood, donc la portion est du Mont-Royal, puis on va dire aux autobus, aux cars de touristes, on s'en va dans le bout de Côte-des-Neiges, on s'en va dans l'ouest qui devrait faire grimper la congestion automobile. On parle d'attente supplémentaire de 5, 10, 15 minutes, mais à ce compte-là, les projections sont assez variables. Mais on va avoir d'énormes bouchons, puis on veut créer plus d'espace vert. Je rappelle que la Ville avait mandaté l'Office de consultation publique pour dire qu'est-ce qu'on fait. Puis l'Office avait dit qu'il faut quand même garder une voie pour permettre aux gens de passer avec un véhicule. Puis on comprend là, que c'est devenu comme une voie de transit pour trop de voitures. Mais quand même, qu'est-ce qu'on dit aux gens de l'Est qui veulent avoir accès en famille pour aller faire un pique-nique, d'aller faire le détour puis de se foutre dans le bouchon de circulation? Vous lirez les propos de Maxime Bergeron dans la presse ce matin, ça résume assez bien les enjeux. Je vous parle aussi de ces deux chasseurs de pédophiles du côté de Laval qui ont piégé un policier. C'est assez simple, là. Ils vont sur un site, une application de rencontre, puis vous avez un policier de 38 ans qui cherche des petits gars. Puis nos deux cow-boys, 18 et 20 ans, se font passer, donc pour des mineurs. Puis là, échangent des photos, échangent des propos. Puis tranquillement, on tisse la toile d'araignée. Puis le policier tombe là-dedans,
se retrouvent dans un parc, puis là, les deux jeunes qui ont 18 et 20 ans, qui ont donné cette entrevue à TVA, disent, ben, on l'a comme coincé. Il s'est poussé en courant. Il a sauté dans sa voiture, il a brûlé des stops, on a eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation, on a déposé une plainte à la police, le policier est suspendu, sous enquête, va peut-être faire face à des accusations. Mais les chasseurs de pédophiles disent s'inspirer de ce qu'ils ont vu aux États-Unis. C'est vrai que c'est extrêmement populaire, et je me souviens d'un cas à Gatineau où des gens comme ça s'étaient donné la mission de traquer le pédo. Et je sais, là, il y en a du pédophile au pied carré, puis il y en a qui sont attirés par des mineurs sans arrêt, puis la police n'a pas les ressources pour être capable de les coincer. On y va par priorité, en fonction des budgets. Mais je veux juste dire quand même que c'est dangereux de se faire justice soi-même. Une fois que tu l'as, tu fais quoi avec? Tu l'arrêtes, tu appelles la police, puis j'ai vu dans certains cas, on ne le dit pas trop fort, où ça peut aussi complètement déraper. Et ça devient comme, à ce moment-là, une façon de prendre entre ses mains la justice. Ils ont l'intention de continuer. Ils disent respecter les règles. Ce sera donc à surveiller. Et puis, je termine aujourd'hui avec un article d'Alain McKenna dans la presse sur le débat concernant le temps d'écran qui va faire l'objet d'un rapport là, de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale pour nos jeunes. Est-ce qu'on passe trop de temps? Est-ce que les kids passent trop de temps devant les écrans? Puis comment on fait pour contrôler ça? Il y a évidemment des mesures parentales qui existent. Mais donc, McKenna nous dit ce matin qu'il y a une recherche qui a été faite en 2022 par l'Université du Kentucky. On sait, là, il y a beaucoup de couleurs, puis il y a des applications, puis ça sonne, puis il y a des alertes. Comment faire pour être moins attiré, pour être capable de se détacher de l'écran de son téléphone? Eh bien, semble-t-il que ce qui fonctionne, c'est que si on change les paramètres d'affichage pour adopter des tons gris, autrement dit, si on rend le téléphone plate, pas très attirant, pas de couleur, tu sais, drabe complètement, ben ça fait en sorte qu'on est moins tenté d'aller jeter un coup d'œil. Les participants à la recherche ont réduit de presque 40 minutes par jour en moyenne l'utilisation du téléphone. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.